Le métier d'assistant médical a été créé en 2019 par la loi Ma Santé 2022. Et effectivement, il s'inscrit dans le cadre de ces déserts médicaux, de la nécessité de gagner du temps de soignants, de médecins, et donc permettre un cabinet médical économise ce temps de médecin. Et il y a d'autres métiers qui existent sur d'autres segments. Donc, par exemple, les métiers d'infirmier de pratique avancée, qui est aussi un métier qui a été créé il y a pas très longtemps et dont on a parlé dans le cadre de ces réunions. Je suis Raymond Pavangui, installé depuis 2022 à Zoumouié. Frédéric Acotte, installé à Koungou, nord de Mayotte, depuis 2022 également. Donc, docteur Mouradi, je suis médecin généraliste installé à Mayotte depuis 2014, initialement à Chikoni et puis maintenant à Ouangani. Ok. Bonjour, Valérie Lelargue, chargée de mission sur l'attractivité des formations des professionnels de santé, direction de l'offre de soins et de l'autonomie à ARS Mayotte. Bonjour, alors moi c'est Bibi, l'assistante médicale du docteur Mamadi depuis 2020 qu'on est ensemble. Bonsoir à tous, et je suis de Pirate, donc je suis référente pédagogique sur le CQP assistant médical, c'est la formation qui permet d'accompagner la professionnalisation justement des assistants médicaux et de les mettre en conformité aussi au regard des décrets en fait de l'exercice de métier. Je suis basée en métropole et je suis à l'interface de deux organismes de formation, CQFD qui est agréé par la branche professionnelle des cabinets médicaux libéraux qui est la branche, votre branche, aux praticiens. Et à l'interface aussi TIFSACOI qui représente l'organisme partenaire pour déployer dans l'océan Indien. Donc, je coordonne les assistants médicaux en Rhône-Alpes, à La Réunion et à Mayotte. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner par son parcours, alors à distance, parfois de manière présentielle. Cette réunion aujourd'hui, elle avait deux objectifs. Le premier, c'est un métier qui s'est implanté il n'y a pas très longtemps à Mayotte, notamment à l'issue de la première formation organisée par l'IFSECOI. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, vu par une assistante médicale et vu par un médecin qui travaille avec une assistante médicale. Du coup, c'est intéressant d'avoir un recul, voilà, vraiment opérationnel et concret au quotidien de comment ça fonctionne. Et puis, l'autre objectif derrière après cet échange, c'est de voir s'il y a pas, comment est-ce que concrètement on pourrait organiser sur Mayotte une seconde promotion, puisque la dernière promotion s'est finie en 2023. Il y avait 10 personnes formées. Depuis, alors, donc j'ai identifié, mais d'autres médecins ont identifié, voilà, des médecins qui auraient besoin de travailler avec des assistants médicaux, qui souhaiteraient le faire, et même qui ont l'obligation de faire, puisque certains ont recruté déjà des assistants médicaux, et il y a l'obligation de pouvoir de les former. Donc du coup là, il y a une impossibilité quelque part de respecter une obligation qui est attendue par les autorités ou par l'assurance maladie. Donc juste. Gilles, sur les 10 qui ont été formés, combien ont exercé en tant qu'assistants médicaux? 10. En fait, elles étaient déjà en fonction d'assistante médicale. Et là, donc les 10 exercent. Je pense qu'il y a juste une personne qui a changé de poste. À ma connaissance, c'est la seule personne qui a changé de poste. Et je sais pas si elle est encore sur le territoire ou si elle est encore sur ces fonctions-là. Mais par contre, en tout cas, il y en a 9 qui exercent aujourd'hui comme assistant médical, dont Bibi. Ok, juste, j'ai une petite précision. J'ai le délégué de la Sécu qui est passé me voir il y a quelques mois. Il m'a demandé le pourquoi de l'absence de formation de mes assistants, alors que je bénéficie depuis 2 ans. Donc, ma réponse était que ce n'était pas disponible. Il m'a demandé pour quelle raison. Est-ce que c'est du financement? Est-ce que il n'y avait pas assez de formateurs? Voilà. Du coup, moi, je lui ai dit que j'allais vous poser la question. Je crois que j'ai appelé Madame Elodie. Voilà. En tout cas, la Sécu il vérifie bien parce qu'on a bien une obligation dans les 2 ans à les former. Effectivement, ça m'aide et ça illustre bien que la situation est un peu un porte-à-faux. Enfin, surtout vous, professionnels médecins, vous êtes un peu en porte-à-faux par rapport à cette obligation de former vos assistants médicaux. Attendez. Peut-être, est-ce que je peux intervenir, Gilles? Oui. Ouais.
pour répondre du coup au docteur, nous, depuis que la première promotion s'est terminée, on a progressivement recueilli les besoins qui nous arrivaient des praticiens. Donc, on a un listing qui est à jour. D'accord. Il y avait 2 sujets, en fait. Nous, pédagogiquement, docteur, on a constitué l'équipe, on a déployé le parcours. On sait faire, si vous voulez. On a les moyens humains, techniques, pédagogiques, matériels. Donc là, on était dans une phase de recueil des besoins. Il fallait aussi qu'il y ait une dimension de groupe suffisante. Donc, on peut démarrer sur un groupe de 10. En dessous, c'est un peu limite. Il y avait un autre point qui était celui qui était point pour le coup et qu'on a rencontré, c'est un retour d'expérience sur la promotion pédagogiquement, en termes d'insertion en emploi, de pérennité du dispositif. Tous les indicateurs sont ouverts et le dispositif est qualitatif, au même titre qu'il se déploie à La Réunion et en métropole. En fait, on est vraiment dans la même conformité. Il y a une difficulté qu'on a rencontrée sur Mayotte. C'est un peu particulier, c'est au niveau des financements et au niveau de la conformité administrative. En fait, en métropole et à La Réunion, c'est l'OCAMP qui finance, qui est le fonds de la formation professionnelle des cabinets médico-libéraux et qui est partenaire, l'accord de branche, en fait, qui finance le CQP, la formation assistant médical, avec une subrogation pour que ce soit transparent pour les praticiens. À Mayotte, l'OCOEP n'existe pas. C'est un fonds qui s'appelle ACTO, c'est un autre pro qui est un interprofessionnel et du coup qui gère des flux financiers de plusieurs branches, donc qui n'est pas exclusivement dédié à la branche des cabinets médicaux. Donc, vous imaginez que tous les secteurs d'activité viennent piocher dans ce pot commun et il est plus vite épuisé qu'ailleurs. C'est déjà un premier sujet. Mais l'autre sujet, c'est le niveau de conformité des cabinets par rapport à leur collecte et à leur adhésion à ce pot et à cet OPCO-là. En fait, quand on doit mobiliser les financements, à un moment donné, ACTO, c'est pas qu'il ne soit pas ce soir, mais c'est vraiment un partenaire clé dans le dispositif. Quand on doit mobiliser les financements pour lancer les parcours de formation, il faut qu'il y ait une conformité au niveau des cabinets et on nous demande de produire 2 documents, une attestation sociale et une attestation fiscale rattachée à chaque des cabinets pour démontrer que les cabinets sont à jour de leurs obligations. On a eu des grosses difficultés sur la promotion 1 pour produire ces documents, alors pas pour tous les cabinets, mais pour une majeure partie. Je sais pas, de difficultés de lenteur administrative, voilà. Et en fait, nous, on a été en difficulté financière, clairement, puisqu'on a engagé les coûts logistiques, les coûts pédagogiques, les coûts formateurs, et on a eu des grosses difficultés à se faire payer, clairement. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui a fait qu'on a temporisé, qu'on essaie de trouver des solutions sur la partie financière pour que tous les feux soient ouverts, parce qu'en réalité, c'est le seul élément bloquant aujourd'hui, objectif, de notre côté. Parce que pédagogiquement, je pense qu'on est tous prêts et on a l'envie, en fait, de reproduire l'expérience. Donc j'avais invité le Acto et c'est vrai que j'ai essayé de les joindre par téléphone ces derniers temps pour essayer. Je savais bien que ça faisait partie des acteurs clés et que l'idéal c'est qu'il y ait cet échange avec eux. Bon, j'ai pas pu obtenir leur présence aujourd'hui. Donc voilà, on a vu un peu le cadre, le cadre du métier. Peut-être je rajoute juste que les missions de l'assistante médicale, c'est pas exactement les missions. Enfin, ce sont pas les missions de la secrétaire médicale. Le médecin, il a une liberté de composer l'activité de l'assistante médicale, mais par exemple sur des tâches autour de la préparation de la consultation, sur certaines tâches administratives comme l'élaboration des plannings, la coordination avec des professionnels, sur certaines tâches dans le domaine de la prévention. Donc voilà, ça c'est la théorie et du coup c'est intéressant de voir comment ça le met en pratique réellement. Les profils, c'est majoritairement des secrétaires médicales expérimentés, mais ça peut être des personnes demandeurs d'emploi ou des assistants aides-soignants ou des gens très dans le secteur social. Il y a une diversité à Mayotte, c'était vraiment plutôt des profils de secrétaires médicales, mais c'est vrai que sur d'autres promotions, il y a des profils un peu plus variés. Il y a donc pardon, il y a Elodie. Il y a des prérequis pour entrer en formation sur le public que tu as cité. Oui. La branche professionnelle nous demande d'avoir des personnes qui sont titulaires d'un niveau bac, donc des 4, toutes sections confondues, quel que soit le secteur. Si ce n'est pas le cas,
Il faut pouvoir justifier d'une attestation d'un employeur sur une pratique professionnelle de secrétaire médical en poste sur une année d'exercice. Ça peut être le moyen de contourner le prérequis. Et sinon, en effet, les aides-soignants peuvent aussi accéder au... Ok. Bon, merci. Et donc, effectivement, bon, on a parlé de l'obligation de la formation, mais il faut savoir, alors du coup, ça, Elodie peut nous en parler beaucoup, mais donc c'est une formation de 400 heures, c'est ça? En tout de 400 heures? Elle a été, alors depuis la première promo qui a eu lieu et à laquelle a participé à Vicky et le docteur Montry, elle a été réduite la formation. Au niveau de la branche professionnelle, il y a une étude qui a été conduite. Elle a été réduite de 100 heures, ce qui est énorme. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, ouais, c'est énorme. Aujourd'hui, elle s'élève à 270 heures. Voilà. Ok. La logique de bloc de compétences reste la même, les contenus restent les mêmes. Clairement, le modèle a été réduit dans un souci de contrainte économique. D'accord. C'est long et ça coûte cher. Ok. Et ça s'échelonne sur quelle période de temps à peu près, juste pour que sur un calendrier entre 6 et 7 mois, Ok. 8 mois. En fonction des rythmes, normalement, le rythme national, la conformité, c'est 2 jours par semaine. Ok. Écoutable, ça. S'il vous plaît, alors la formation se passe dans des structures particulières? La formation, elle a eu lieu pour parler du retour d'expérience qu'on a vécu à la Camélia. Donc, on avait choisi ce lieu parce que il était un petit peu central et stratégique pour pouvoir être le plus juste possible pour tous les assistants qui provenaient des différents points de l'île. D'accord. Merci pour ces précisions. Voilà. Du coup, je propose d'avoir un peu, d'avoir cette vision concrète de comment ça se passe. Et du coup, on a un peu envisagé les questions voilà, que je voulais te poser, Bibi. Déjà, ce que je voulais savoir, et après aussi le docteur Mohammadi, pour voir un peu comment c'est vécu des deux côtés, quoi. Déjà, quel était ton parcours avant d'arriver à ce métier d'assistant médical? C'était quoi ton parcours professionnel? J'ai commencé déjà par être secrétaire tout au début, mais déjà pour être secrétaire aussi, c'est un pur hasard. En fait, c'est arrivé comme ça. Je suis passée par c'était une formation que j'avais vue en ligne. Du coup, ça se passait au fait à la télé, je regardais. Et par là, je me suis dit, quoi que je prends les coordonnées. Mais c'était venu comme ça. Ok. J'ai pris les coordonnées et tout. Et j'ai appelé. Et après, j'ai eu des gens, on a parlé, j'ai discuté avec eux et tout. Et de là, ils m'ont proposé un rendez-vous avec un entretien et tout. Et après, j'ai fait une formation, mais par correspondance. Mais la formation, je l'ai juste faite comme ça. D'accord. Pour être secrétaire médical. J'ai fait la formation comme ça, la formation finie, j'ai arrêté et j'ai fait d'autres métiers. Mais sauf que je ne me sentais pas à l'aise dans ce que je faisais comme autre métier. Du coup, là, j'étais en métropole et tout. Après, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, après, j'ai entendu dire qu'il y avait un médecin qui s'installait à Chiconi, qui cherchait à avoir une secrétaire. Du coup, je suis allée voir et ça a commencé par là. En fait, l'aventure a commencé par là, quoi. Okay. Et là, je suis arrivée en commençant par secrétaire, tout doucement, petit à petit. Et après, j'avais une volonté. En fait, je voulais connaître plus, savoir plus. Et au fur et à mesure et tout. Et après, il y a eu la formation et voilà. Et je fais la formation et là, je suis assistante.
Mais tout au début, c'était juste un pur hasard, quoi. Par hasard. C'était Ok. Et ce voilà. médecin à Chiconi, c'était donc bien le docteur Mohamed? C'était docteur Mamadi, oui. Ok. Que depuis 2015, on est ensemble. On a commencé par secrétaire et après devenir assistant en 2020. Ok. Et alors justement, tu arrives à la formation. Et comment est-ce que toi, tu as Ouais. vécu la formation? En fait, la formation pour moi, c'était un plus parce que déjà, en étant secrétaire, on découvre des choses, en fait. Du coup, la formation a accentué ce qu'on voyait en tant que secrétaire. Du coup, la formation, ça a été un plus. Ça a été un plus, ça a été des acquisitions, qu'est-ce que je savais déjà, en fait. Du coup, c'était bien pour moi, en fait, c'est un plaisir de connaître plus que ce que je savais déjà. Et est-ce que tu pourrais décrire au quotidien, sur une journée type d'assistant médical, c'est quoi les tâches que tu accomplis aujourd'hui, maintenant que tu es assistant médical? En fait, nous, nos tâches, c'est surtout en fonction des besoins des médecins, en fait. C'est ce que le médecin a besoin et après tu fais. Mais en général, on est là à paramétrer les patients, à discuter entre les patients et savoir les besoins aussi des patients parce que des fois, il y a des patients qui arrivent, qui passent par l'accueil, après ils se retrouvent dans un endroit calme qu'on est que tous les deux. Parfois, on peut même faire des préconsultations parce que des fois, il y a des patients qui se sentent vraiment à l'aise et qui commencent déjà à te dire le pourquoi ils sont venus et tout. Mais c'est surtout en fonction des besoins des médecins, en fait. Mais en général, on est là, on paramètre les gens et après, c'est le médecin qui décide s'il a besoin de ça. Eh bien, nous, on exécute, quoi. Mais c'est surtout aux besoins des médecins. Tu rencontres des difficultés dans cet exercice-là? C'est quoi les difficultés, les principales difficultés et aussi les principales avantages ou ce qui te plaît dans ces tâches-là par rapport à quand tu étais secrétaire médical, pardon. En fait, moi, ce qui me plaît surtout, en fait, en étant assistante, c'est surtout de voir le sourire d'un patient qui quitte un bureau, que tu sens qu'il est content, qu'on s'est bien entendu, qu'il sort avec un sourire, quoi. Du coup, ça, déjà, ça fait plaisir parce que tu arrives dans un endroit, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et du coup, le patient, il arrive, on discute et tout. Mais après, quand il sort avec un sourire large, quoi. Du coup, ça fait plaisir, au fait. C'est pour moi, hein, personnellement. Après, je sais pas, mais moi, ça me fait plaisir. Rien que de voir un sourire d'un patient qui est arrivé anxieux et tout, et de sortir avec un sourire, ouais, ça j'adore. Okay. Et moi, pour les inconvénients, moi, il y en a, enfin, un patient qui arrive pour consulter, qui soit obligé d'avoir une intermédiaire pour qu'il dise ce qu'il ressent. C'est ce que moi, je trouve comme inconvénient, que le patient ne peut pas s'adresser directement au médecin pour ses besoins, mais qui est obligé qu'il y ait une assistante qui aille traduire. Du coup, Ah oui, donc moi, là, je c'est par trouve rapport à la question de la langue. C'est par rapport à la... voilà. Moi, c'est par rapport à la langue parce que c'est pas tout le monde qui aimerait que chacun, du coup, le frein là, au fait. Moi, je me mets à la place d'un patient qui veut juste parler avec son médecin, quoi, mais qui se trouve que il y a une barrière, quoi, qu'il est obligé de passer par pour que le médecin le comprenne, quoi. Mais sinon, des inconvénients, il y en a pas, hein. C'est un beau métier, c'est un métier polyvalent. En fait, c'est un métier que tous les jours, tu découvres des nouvelles choses, tous les jours. Et je reviens sur Vous cette avez une question salle dédiée? Pardon. Oui, vous disiez? Vous avez une salle dédiée? Oui, pour prendre nos paramètres et tout, nous, on a une salle. Ok. Du coup, on se retrouve seul avec les patients, on se met à discuter et tout, et c'est impeccable, quoi. Okay. C'est pas qu'on peut trouver à l'accueil, parce qu'à l'accueil, des fois, les patients, ils osent pas parler, à part un bonjour et je vais voir un médecin, quoi. Mais en étant un peu à l'écart, là, tu sens vraiment le patient, quoi. Du coup, okay. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'assistant appelle
appelle le patient dans la salle d'attente, vous la voyez dans votre salle à vous, il repart dans la salle d'attente et le médecin l'appelle par la suite, ou comment vous faites? Oui, nous, en fait, notre fonctionnement, c'est qu'on a des secrétaires, ils enregistrent les patients et tout, et après, moi, en tant qu'assistante, j'appelle la patiente et c'est là qu'on commence à discuter, je prends ses paramètres, et des fois, ils disent, voilà, moi, je suis venue pour ça. C'est pour ça que je dis, on peut même se trouver à faire des pré-consultations. Sur le plan administratif, quoi, vous préparez les ordonnances, les certificats et tout ça, ou c'est le docteur qui le fait? C'est au besoin du médecin. S'il a dit qu'on prépare, on prépare. Sinon, il fait. Ouais, mais sauf que vous ne le savez pas avant. Enfin, vous le savez pas Non, parce que le patient, il passe non, non, non. Nous, ce qu'on sait avant, c'est qu'on doit paramétrer la patiente et tout, qu'elle soit prête pour le médecin. Mais après, s'il y a quelque chose à faire, par exemple, s'il y a une ECG à faire, s'il y a ça, après, le médecin, il dit, il faudra faire ça, 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 ça pour un tel patient. Ok, vous repasse le patient, il repart dans votre salle de nouveau. Oui, 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 oui. Si, par exemple, il y a une polygraphie, il y a une ECG. Pardon, à la fin de la consultation, le patient repasse toujours chez toi? Non? Il peut repasser. Non, c'est même pas à la fin. Ça peut être entre les consultations. Si le médecin a vu que ce patient a besoin d'un tel truc, il peut le dire. Comme ça, le patient, il sort. Le médecin peut en même temps prendre un autre patient en attendant que moi, je m'occupe de ce que lui, il a demandé. Et après, il reprend le patient par derrière. Ok. Docteur Mohammadi, comment vous voyez le... Oui, en fait, c'est le rôle de Bibi est central au niveau du fonctionnement de la maison médicale. Juste à titre d'exemple, nous avons reçu Alain Domergue, un médecin de La Réunion, un médecin solidaire qui était là avec son interne. D'ailleurs, l'interne a fait un rapport. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je reçois un patient, le patient ou la patiente est au préalable passé par Bibi. Bibi prend les constantes, les paramètres, le poids. Quand c'est de la pédiatrie, il y a les paramètres tour de taille, enfin tour de le périmètre crânien, taille, etc. Tout ce qui est un peu chronophage pour le médecin. Donc déjà, nous, on n'a pas, moi et d'ailleurs mes collaborateurs ou mes assistants médecins ou remplaçants, ils n'ont pas à s'occuper de ce volet-là. Donc lorsque le patient arrive dans le bureau, il est déjà paramétré, il y a tout. Je ne demande pas non plus à Bibi, étant donné qu'on a parfois, bon là c'est un peu calme en ce moment, mais on a parfois une affluence énorme de patients. Je ne lui demande pas non plus de recueillir, de faire un interrogatoire ou quelque chose qui pourrait être chronophage pour elle et qu'elle prenne du retard. Donc elle se concentre d'abord sur la base, c'est-à-dire les paramètres, etc. Ensuite, si j'estime que le patient ou mes collègues, que le patient a besoin d'une bandelette urinaire, quelque chose qui pourrait prendre du temps, d'un électrocardiogramme. Là, auquel cas, je demande à la patiente d'aller voir Bibi pour faire l'analyse. Et en attendant, je prends quelqu'un d'autre. Et après, voilà, ça permet de gagner énormément de temps. Bibi, elle s'occupe aussi de tout ce qui est... elle regarde s'il manque des draps d'examen, tout ce qui est consommable, tout ça. Elle fait de la coordination aussi de ce côté-là. Elle s'occupe en fait du bien-être du cabinet, en fait, que les médecins n'aient pas à s'occuper de ces tâches-là. Et elle a la délégation justement pour faire les commandes. Là, voilà, elle n'a pas besoin de me demander si elle veut commander des rames de papier, des choses comme ça. En fait, son métier est vraiment très, très polyvalent. Donc ça fait partie de ses rôles, de ses missions. Il y a aussi, parce que je fais du sommeil, tout ce qui est polygraphie, c'est Bibi qui s'occupe d'appareiller le patient, d'appeler le patient, de lui expliquer comment ça fonctionne. Le dispositif, il est posé sur ma table et on me demande d'interpréter. Donc du coup, je n'ai pas non plus de temps à perdre par rapport à tout ce temps. Juste à interpréter. Voilà, juste à interpréter. Et ensuite, voilà, le patient est contacté, etc. Donc, c'est un gain de temps. Un gain de temps énorme. Donc, là, les collaborateurs qui viennent ici, c'est un facteur d'attractivité énorme. Parce que les médecins, là, on a eu des assistants qui sont venus, ils ont déjà demandé à revenir.
Le planning pour toute cette année 2025 est bouclé là. Là, il n'y a vraiment pas de place pour recevoir d'autres professionnels de santé parce que tout le monde veut revenir. Une petite anecdote, il y a Valentin, par exemple, qui est reparti à La Réunion, qui a fait un remplacement là-bas. Et il m'avait envoyé un message en me disant, il est 19h, c'est galère. Et surtout, j'ai pas Mimi avec son efficacité pour prendre les paramètres Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que c'était fait pour ça. C'est pour gagner, enfin, pour permettre aux médecins de voir plus de patients. Et il y a une évaluation au niveau national qui a montré qu'effectivement, ça avait tendance à marcher. Mais je pense qu'à Mayotte, peut-être l'impact est encore plus grand, quoi. Oui, c'est ça. Et là, il faut vraiment avoir une action auprès de la caisse de sécurité sociale parce qu'ils vont tendance à avoir un chiffre qui augmente de nombre de consultations. Mais en même temps, c'est normal avec la présence d'une assistante médicale qui fait tout en amont. Ça aide vraiment, quoi. Ça aide vraiment. Et ça soulage. Ça soulage. Oui, mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que il y a un engagement pour bénéficier de l'aide, sauf erreur, il y a un engagement du médecin d'augmenter sa file active et son activité, quoi. C'est ça. Par contre, si on augmente trop, il nous tape un peu dessus. Voilà. Il faut bien viser, quoi. Ouais, ce qu'il a dit, je confirme bien hein, sur le fait que moi aussi, j'ai mon planning jusqu'à la fin de l'année qui est rempli avec les remplats. Et je me retrouve quasiment à devoir à dire à un tel remplat, oui, mais je veux bien, mais là, je ne peux plus t'accueillir. Quelque chose qui n'était pas prévisible en 2022 quand je me suis installé à Mayotte. On m'avait dit que je n'allais jamais avoir de remplats, que si je devais fermer, je me retrouve presque je donne presque des remplats un peu diplomatiques à certains collègues, alors que même à La Réunion, ils galèrent beaucoup. Hein. Justement, c'est la même chose. J'ai des textos des gars qui viennent ici. Ils disent ah non, là, je peux plus travailler sans assistant. J'ai pas la chance d'avoir Bibi. Mais... Il y en aura bien d'autres, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que ça. Alors du coup, ça c'est l'autre partie de la réunion. Enfin, c'est important de voir de l'impact en fait de la pertinence que ça a sur à Mayotte. Et du fait que que de travailler sur une organisation efficace, c'est un facteur de votre activité. Moi, ce que j'ai pas forcément en tête d'emblée, mais on peut le comprendre parce que du coup, l'assistant, il a une activité qui est soutenue, etc. Son fonctionnement est facilité. Et du coup, ça ramène à la question, ça renvoie à la question là, il y a des besoins, il y a des médecins qui ont identifié des besoins. Donc, docteur Acotte, vous avez des assistants médicaux qui n'ont pas été formés. Docteur Patengui aussi. Moi, j'ai croisé aussi Docteur Djedi qui avait des besoins. Docteur Dang, il y en a une qui a été formée, il y en a une autre qui en faisait fonction. Je sais pas où il en est. Peut-être que toi, Elodie, tu as pu en repérer d'autres. Il y a Docteur Roussin aussi qui était déjà sur les rangs sur la première promotion et qui a pas pu. Donc, combien de toi tu en as recensé sur Mayotte? Je peux prendre un petit temps là pour ouvrir le fichier, mais c'est celui sur lequel on avait fait un point tous les deux. Ouais. Pour l'instant, ça n'a pas évolué. Je vais prendre le temps d'ouvrir. Oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, et oui, après, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, le témoignage de ce couple pro est vraiment à l'image du résultat, en fait. C'est là qu'on doit attendre et ça marche aujourd'hui avec les années les retours d'expérience depuis 2021, le premier parcours de formation aujourd'hui, sur les 3 territoires qu'on gère, on a accompagné plus de 150 assistants médicaux en formation. Alors bien sûr, ça diffère les profils de poste en fonction de la spécialité médicale, de la configuration du cabinet. Vous l'avez dit, à partir du moment où elle a sa salle de prévention, il y a une approche comme ça un peu pendulaire qui se met en place, qui ne peut pas se mettre en place si les locaux ne sont pas adaptés. Donc ça va freiner aussi l'évolution. Et puis surtout, au cœur, je crois que celui qui détient la clé, en fait, c'est le praticien, c'est le médecin. À partir du moment où il joue le jeu, il a compris l'intérêt, il joue le jeu, de lui-même changer ses pratiques et de libérer son assistante, de l'enlever progressivement du secrétariat pour l'amener à cette organisation de travail-là. En fait, c'est ça la valeur ajoutée du positif. Et c'est là qu'il y a le cercle vertueux dont vous parlez qui se met en place. Donc, je crois que le cap à passer, il est là. Et dans les pratiques professionnelles.
entre le praticien et son assistant. Mais là, il y a et les locaux, et la configuration des locaux. Oui, ça c'est sûr que la configuration des locaux, c'est un point, ouais, effectivement, c'est pas forcément adapté à toutes les organisations. D'ailleurs, même Dr Acote, dans la enfin, même si vous êtes parti de locaux existants, vous avez organisé vos locaux en intégrant le fait de travailler avec des assistants médicaux, si je ne m'abuse. Oui, oui, bien sûr. J'ai 2 salles d'assistants que j'ai créées dès le départ. Ouais, c'est ça. Bon, docteur Momadi a construit une clinique, donc voilà, il y a enfin, c'est vrai qu'un cabinet standard n'est pas forcément, enfin voilà, adapté à un fonctionnement avec une secrétaire médicale et une assistante médicale. Mais quand même, là, on a un point de blocage et je voulais qu'on en parle. On a un petit peu parlé en début de réunion. On a un point de blocage qui est simplement le fait de pouvoir organiser une seconde formation pour une seconde promotion d'assistants médicaux sur Mayotte. Valérie Lelargue a dit qu'elle n'arrivait plus à se connecter, donc elle a quitté la réunion. L'idée, c'était, enfin, je voulais essayer d'attirer à la fois Acto, l'assurance maladie, l'ARS et donc l'Audi. Mais je pense que c'est important qu'on arrive à déboucher un peu sur au moins voilà, sur un plan d'action, enfin au moins qu'on fasse un peu de lobby pour pouvoir aboutir, quoi. Parce que là, on voit bien que le temps passe. Donc effectivement, il y avait ces questions de régularité administrative. Mais ça, à la limite, la CAPIM pourrait se faire relais pour essayer d'assister le médecin s'il a des difficultés par rapport à ça. En amont, on avait essayé d'intervenir la dernière fois, mais c'était vraiment à toute fin. Mais au-delà de ça, il y a un problème il y a un problème de dialogue entre Acto, c'est ça, enfin l'ARS et Acto, en fait. En termes de financement, c'est ça la clé à ce niveau-là? En fait, celui qui prend le financeur principal, ça reste quand même Acto. D'accord. C'est lui qui paye l'enveloppe qui est relative au coût pédagogique, au coût de la formation. Et c'est lui qui demande la conformité sur la production de ces fameuses attestations sociales et de régularité sociale et fiscale qu'on a eu beaucoup de difficultés à obtenir. En fait, il s'agirait juste de faire ce travail de récolte en amont, pouvoir garantir la conformité et après qu'Acto puisse bloquer des budgets pour prioriser cette action avec, oui, un peu de lobby de l'ARS en disant c'est un métier réglementé et donc il y a une priorité pour flécher les fonds sur les cabinets médicaux plus que sur une autre branche, par exemple, du fait justement de cette obligation-là. Et en amont, il faudrait juste faire ce travail de production d'attestation. J'ai ouvert le fichier là. Je peux citer des noms ou pas? Citer des noms? Oui. Ouais. Et ce que j'avais récolté à J, donc bien sûr, il y a le docteur Hamadi, docteur Bouy, docteur Acote, parler, docteur Doussin, docteur Dumez, docteur Pau, docteur Chebil et le centre Onapia, qui est un centre de santé avec des médecins salariés conventionnés, donc c'est un peu différent, c'est pas des libéraux, mais pour autant qui vont accéder à la formation sur la promoline. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9, peut-être ça. Docteur Papengui qui est ici présent. J'avais pas l'information, je l'ai découvert aujourd'hui. Oui, Il y a docteur Jedi aussi qui m'a dit qu'il avait un besoin. Voilà, donc aujourd'hui, on est déjà à plus de 10. Nous, c'était un minimum qu'il faut pouvoir démarrer. Puis il y a aussi une synergie pédagogique collective, parce que sur des petits groupes, la dynamique n'est pas la même. Sur 10, on peut démarrer. On y est déjà, sachant que dans les cabinets, des assistantes envoyées en même temps, alors je ne sais pas, après, c'est difficile pour s'organiser au niveau des remplacements. Si elles sont absentes 2 jours, il faut que le praticien s'organise autrement. Et on pourrait démarrer, en fait, nous. D'accord. Donc oui, donc le nombre de participants est atteint. La partie, parce que est-ce que le fait qu'il y a eu des difficultés administratives, ça fait que Acto aujourd'hui, donc vous vous avez besoin de garanties d'être rassuré là-dessus, mais est-ce que Acto aussi il a besoin d'être rassuré sur ce point-là? Oui, parce que s'il n'y a pas d'attestation de régularité, lui, il part du principe que le cabinet n'est pas éligible à ces fonds de financement. Donc, oui. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est demander à l'ARS de susciter une réunion avec Acto
et de leur dire un peu, voilà, l'organisation, dans l'organisation, l'idée c'est d'accompagner les médecins pour que sur l'aspect administratif, tout le monde soit en clou, en amont de la formation, quoi. Oui. Ça peut être un argument qui pourrait Oui. avoir un impact. En fait, il y avait plusieurs enveloppes budgétaires à l'époque, sur les débuts des parcours. Donc, Acto finance les coûts de la formation, les coûts pédagogiques de manière subrogée. Et l'ARS avait pris en charge des lignes budgétaires de pouvoir en lien avec des indemnités compensatrices de salaire. En fait, quand l'assistante est en formation, c'est considéré comme du temps de travail effectif. Pour autant, elle n'est pas présente au cabinet. Donc, il y a un manque à gagner quand même opérationnel pour le praticien qui va lui maintenir son salaire. En fait, elle est rémunérée pour être en formation. Donc, il y a une ligne qui avait été normalement débloquée sur les indemnités compensatrices de salaire. Et enfin, il y a une autre ligne qui avait été débloquée sur les frais de déplacement. Puisque pareil, c'est une action qui est menée sur le temps de travail. Elle est quand même à l'initiative de l'employeur qui envoie son assistante pour la mettre en conformité au poste. Donc, tout ce qui est frais de déplacement pour se rendre en formation, il y avait des indemnités kilométriques et il y avait des forfaits repas. Ces deux dernières lignes que j'ai citées, frais de salaire et frais annexes, c'était l'ARS qui avait débloqué une enveloppe. Aujourd'hui, en métropole, il n'y a plus, ils ont enlevé les lignes frais de salaire et frais annexes, frais de déplacement. Donc, les praticiens gèrent tout ça sur leur fonds propres. Aujourd'hui, le COEP ne finance que les coûts pédagogiques. Ok. C'est les évolutions qu'il y a eu. Mais après, sur Mayotte, on peut tout à fait demander à l'ARS de maintenir le schéma économique qu'il y avait au départ. Oui. Et dans l'intérêt des médecins. Et est-ce que le fait parce que, bon, donc du coup, il faudrait que l'ARS sollicite ou fasse un peu de lobby auprès d'Acto pour prioriser cette action. Est-ce que ça aurait du sens de s'adresser au COEP en métropole, au niveau national, pour... On avait fait... Ça n'avait pas marché? On avait fait avec ELAD, on avait fait au tout début, quand on avait compris justement ces subtilités de DOPCO, on avait fait une réunion avec le président, Dr Soulari, le président à Paris de la branche, la CPP des cabinets, et le COEP était là au niveau national. En fait, ils nous avaient demandé, ils nous avaient fléché vers Acto. Donc, à leur niveau, ils peuvent rien faire. Il n'y a aucun impact sur la priorisation, quoi. Non. On avait déjà initié ça. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Il faut juste faire la différence entre les attestations de régularité fiscale sociale, parce que c'est pas ce que demande Acto. Eux, c'est vraiment un document spécial qu'ils demandent auprès des services des impôts. Parce que beaucoup de médecins s'étaient plantés sur ça, ils pensaient que c'était plutôt par rapport à leur statut d'employeur qu'il fallait Oui, dire régularité fiscale et sociale. Mais là, c'est pas le cas. C'était pas ça. pas du tout ça. C'est vraiment un document. Je crois que j'avais un exemplaire que j'avais envoyé. Il faudrait que je le retrouve. C'est vraiment un document spécial. Est-ce que c'est un document, il semblait nous dire à l'époque est-ce que c'est un document que vous pouvez télécharger sur vos espaces, sur intranet respectifs au niveau de vos cabinets? J'avais dû jouer sur des gens que je connaissais au service des impôts pour me sortir le formulaire, parce que je ne retrouvais pas. Okay. Mais au final, vous avez réussi à le télécharger. Vous l'avez téléchargé, non? Non, je l'ai tenu physiquement en allant là-bas, enfin, comme la personne physiquement a récupéré le document pour me l'envoyer par mail. D'accord. En fait, c'était ça le vrai sujet. On avait du mal, nous, à comprendre la difficulté d'accéder à ce papier, en fait, qui est censé être un papier facile, normalement, à obtenir. Et c'est en ça que ça a beaucoup traîné et on n'a pas compris. Là, il y a eu... En fait, même aux impôts, ils ne savaient pas exactement de quel document il s'agissait lorsqu'on leur faisait la demande. Peut-être formaliser cette procédure. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être demander, dire une fois pour tout le monde, quoi, pour pas que chacun, que le circuit soit un peu balisé pour tout le monde et que les impôts puissent nous dire exactement, nous dire comment le trouver. J'ai eu affaire à l'Acto récemment. En fait, j'ai demandé à mon comptable de me trouver le document. Ça a été trouvé assez rapidement. J'avais eu de soucis. Ouais. Mais peut-être, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'était attestation? Je pense que c'est le même, parce que c'est le même principe. C'est pour former c'est pour prendre les secrétaires administratifs en formation professionnelle, en gros sur 12 mois. Je pense que c'est le même document. Oui, c'est le même. Ouais.
Je l'ai là, je l'ai trouvé. Attestation de régularité fiscale. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais signaler quelque chose. Les deux fois où le délégué de la sécurité sociale est passé à mon cabinet, s'agissant justement de l'emploi d'une assistante médicale, il m'a parlé d'un quota donc de patients ayant déclaré le médecin pour être éligible justement donc à l'emploi d'une assistante médicale. Est-ce que c'est un argument qui est valable? Il faut avoir un quota de médecins, en fait, de patients qui m'auraient déclaré comme médecin traitant. Au niveau de la Sécu, ils font une analyse du cabinet, je crois, sur Amélie Pro, et ils regardent la patientèle de mémoire et la file active. Ouais. Donc, c'est les deux indicateurs. Il y a même... Oui, pardon. Il y a même en et ligne... les secteurs aussi, Optam, Optamco. Et il y a en ligne on peut voir, on peut vérifier son éligibilité aux aides. Oui, un simulateur. Un simulateur. Je vais essayer de vous mettre le lien là. Sur Amélie? Ouais. Attends, j'essaie de trouver le lien et je le mets en... C'est aussi réévalué chaque année, normalement, le nombre de patientèles cibles. En fonction de ce que l'on avait initialement. C'est comme moi, j'ai pu bénéficier dès la première année. En me donnant comme objectif, c'est-à-dire que dans un an, vous avez un objectif d'un suivi d'un tel nombre de patients. Et vraiment, l'ensemble, c'est sur ton espace Amélie Pro. Hein, quand tu vas dans patientèle médecin traitant ou assistant médical, quelque chose comme ça, tu pourras l'avoir l'ensemble. Ok, bon, je sais. Il est déjà tard à Mayotte et il y a encore beaucoup de médecins qui sont encore dans leur cabinet. Donc, je pense que c'est raisonnable de s'arrêter bientôt. Juste un petit sujet rapide, Gilles. Oui. Pour là, dont on a déjà parlé, pour ceux qui sont dans les 80, dans le 5e percentile vers le haut, on a une possibilité d'avoir un deuxième assistant médical à la troisième anniversaire du premier assistant. Et donc, pour moi, j'ai prévu pour 2026 le dossier pour demande de deuxième assistant officiel, que j'ai déjà en pratique. Hein. D'accord. Donc là, vous voulez en former une des deux pour commencer? Non, je vais former les deux maintenant, mais je veux dire officiellement, en ce moment, j'ai deux assistants, mais par contre, à la Sécu, il n'y en a qu'un seul qui est déclaré. C'est-à-dire que j'obtiens une aide, alors qu'à partir un ETP. L'année prochaine, je suis éligible à avoir le deuxième ETP d'assistant médical. Okay. Même si le niveau d'activité n'a pas changé? Même si le niveau d'activité n'a pas augmenté? En fait, ton niveau d'activité, si tu es dans le 10e ou 5e percentile vers le haut, tu as le droit. C'est ça, il faut être sur un niveau d'activité très, très intense quoi, pour pouvoir... Il faut un niveau très élevé quand on arrive à l'avoir. Ok. Et également, ce n'est pas dégressif à un certain niveau d'activité. Normalement, c'est dégressif avec le temps. Si on a une activité assez élevée, il n'y a pas de dégressivité dans le temps. C'est la même chose tout le temps. Bon, du coup, donc moi je retiens la nécessité de faire un peu de lobby auprès de l'ARS pour qu'il lui-même sollicite l'ACTO, d'essayer de baliser avec ceux qui ont réussi le schéma pour obtenir ces fameuses attestations. Voilà, faire un peu de lobby, alors peut-être aussi à vos niveaux, niveau médical pour finalement réussir à débloquer cette deuxième promotion. Juste une dernière question. Les budgets des OPCO, en général, ils sont consommés, le fait d'arriver sur la fin d'année. Est-ce que ça, c'est un facteur, Oui. Oui, sur le deuxième semestre, bien sûr qu'il y a bien moins de fonds qu'au début de l'année, puisque les fonds sont mutualisés, collectés en tout début d'année calendaire civil. D'accord. Donc oui. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on essaie de faire avancer cette deuxième formation. Bonne soirée à tous. Merci à tous.